Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle API web qui va vous permettre de créer des expériences un peu enrichies juste avec un navigateur. Je suis là avec vous entre maintenant et le repas, donc j'espère que ça va bien se passer, que vous n'avez pas trop faim. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Vincent Globinski, je suis architecte logiciel chez S2I à Rennes. Je travaille principalement dans tout ce qui est techno-front, tout ce qui est dans le navigateur. Cette API-là, comme d'autres. Je suis également core team dans un projet open source dans le domaine des frameworks Angular. C'est un générateur de documentation. Et je fais pas mal d'open source et je suis un peu sur Twitter aussi. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte, essayer de voir un peu le discours et qu'est-ce qui se cache d'abord derrière ces termes-là et de manière un peu plus large, qu'est-ce que c'est que le web immersif pour ceux qui en ont entendu parler ou ceux qui l'ont pratiqué éventuellement. Après, on essaiera de voir un peu qu'est-ce que concrètement on peut faire au niveau de la réalité augmentée. On verra qu'un peu les termes sont un peu mélangés dans les usages au niveau du web aujourd'hui, les technologies qu'on peut utiliser. Et après, plus spécifiquement, cette fameuse API WebXR, d'où elle vient, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son état actuel, parce que on le verra après, c'est une API qui est en cours de normage et en cours d'implémentation, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir permettre de faire pour les développeurs web, et indirectement aussi toutes les entreprises, toutes les personnes qui vont concevoir des expériences sur le web. Et puis on fera un dernier petit point sur un dérivé de cette API-là et de ces usages-là de la réalité augmentée dans le web, c'est qu'est-ce que ça va impacter sur les interfaces, la manière de concevoir les interfaces, comment vous allez présenter les choses pour proposer par exemple une expérience qui va fonctionner correctement sur un PC, sur un téléphone, sur un casque de réalité virtuelle et prendre en compte toutes ces contraintes-là dans la conception et le design. Alors d'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que le web immersif et des termes un peu génériques que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler, mais pour reclarifier un peu les choses. D'abord, le terme réalité virtuelle. La définition de Wikipédia, c'est la réalité virtuelle, on est là pour référencer donc un environnement immersif multimédia, numérique, qui est généré par un ordinateur, qui réplique ou reproduit un environnement existant ou un environnement complètement imaginaire, qui simule tout ce qui est physique, les mises en place, etc. Bref, l'idée c'est de un peu téléporter les gens dans un nouvel univers. Donc on le connaît tous, hein, les casques de réalité virtuelle, dès l'instant où on met un casque sur la tête, on est vraiment immergé, on est logiquement un peu coupé du monde. C'est un avantage et un inconvénient de cette technologie-là. Mais on est vraiment dans un monde complètement digital. La réalité augmentée, on commence à sortir un peu de ce domaine-là. On l'a tous déjà pratiqué, on verra après des exemples. C'est l'idée d'avoir une vue temps réel de la réalité au travers d'un écran. Donc, principalement, ça peut être, la plupart du temps, c'est les téléphones, mais il y a aussi des casques qui sont en cours de développement. L'idée, c'est d'avoir une vue temps réel de votre environnement réel, et de rajouter des informations contextuelles, des informations qui sont générées par ordinateur, qui peuvent être de la vidéo ou du son ou autre chose, des graphiques, sur cette surcouche ou cette représentation live de votre environnement réel. Donc l'exemple le plus concret, c'est l'affichage éventuellement des données géospatiales. Vous tournez et puis vous voyez les stations de métro où elles se situent concrètement, et pas juste sur une carte Google Maps par exemple. Et donc là, c'est le terme réalité augmentée. Et la nuance entre ce terme-là et le terme d'après, c'est qu'on le verra après dans les exemples, la réalité augmentée, alors il y a souvent une confusion entre les deux et celle d'après, la réalité mixte. La réalité augmentée, on le verra, c'est l'idée d'ajouter une surcouche sur cet environnement réel ou cette représentation, mais qui reste quand même assez factuelle ou assez limitée. On verra, l'utilisateur juste récupère de l'information, c'est un peu de la lecture, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions possibles.
Alors que le troisième terme, que certains ont peut-être entendu parler, mais pour la plupart, généralement, c'est le premier et le deuxième qu'on entend le plus parler sur Internet ou dans les publications, c'est le terme de réalité mixte. Et donc c'est l'idée de se dire, on est dans un domaine comme la réalité augmentée, donc on va merger le réel qui va être représenté dans le même contexte que la réalité augmentée, avec un flux live de votre environnement, et on va, pareil que pour la réalité augmentée, rajouter des surcouches, mais des objets physiques, ou en tout cas des objets numériques qui peuvent être des représentations d'objets physiques existants, par exemple une boîte ou autre chose, on verra après dans les exemples. Et après, l'idée, c'est que cette surcouche qui a été rajoutée, par exemple cet objet, la personne doit pouvoir interagir avec, doit pouvoir le déplacer, se déplacer autour, avoir. Et la dernière chose qui est assez importante et qui est le plus dur à faire dans ces expériences-là, c'est que, on le verra après dans les contraintes, c'est que la représentation de cet objet-là qui a été mis en place sur une surcouche de votre environnement réel doit avoir connaissance de cet environnement-là. Donc c'est par exemple l'exemple qu'on va voir après de l'état de la lumière, de la position, où est-ce que vous êtes dans l'espace, etc. Le fait que vous êtes au sol, ou bref, il y a un plafond, il y a un sol, etc. Il y a un mur. Tous ces environnements-là, cette connaissance. Et l'idée de réalité mixte, c'est ces expériences qui vont merger un peu les deux, tout le réel et le virtuel, et qu'on va pouvoir commencer à faire des expériences qui soient intéressantes à ce niveau-là. Alors, les deux dernières expériences ont des grosses contraintes, je viens d'en parler, c'est que, et surtout la dernière, c'est qu'elle doit avoir connaissance du monde dans lequel elle est, donc on doit avoir une connaissance au travers de capteurs, sûrement, ou on le verra après au travers d'algorithmes, du monde, de la position éventuellement de l'utilisateur et de son environnement autour de lui, pour éventuellement pouvoir interagir ou pouvoir en prendre en compte ces données-là. Et puis le monde réel aussi, de savoir justement où est-ce qu'il est placé, et qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les limites comparé à la réalité virtuelle où on est complètement immergé dans un univers complètement numérique, et du coup l'utilisateur et indirectement les développeurs ou tous les personnes qui ont conçu l'expérience peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, et ça participe aux avantages de la réalité virtuelle. Par exemple, c'est de solutionner des problèmes sur les personnes qui ont des phobies, par exemple. Vous les mettez en place en haut d'un immeuble, etc., et vous pouvez manipuler, les immerger beaucoup plus rapidement qu'avec de la réalité augmentée ou la réalité mixte. Là, je vous ai mis un petit exemple, une vidéo où on voit un exemple de réalité mixte et de cas concrets où on a un environnement, donc un flux réel, un objet, et le fait d'éteindre la lumière dans la pièce, l'objet, et en tout cas, faut qu'ils arrivent à avoir connaissance de cette contrainte-là, et d'adapter la représentation de ce modèle-là, qui est un modèle tout bête en 3D, mais pouvoir passer en mode nuit. Et là, ça passe par, on le verra après, par tous les SDK, tous les algorithmes, ou toutes les technologies qu'on peut utiliser dans le web et dans d'autres applications pour justement avoir connaissance de ce changement d'environnement. Là, c'est tout bêtement la lumière, mais ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Donc pour conclure cette partie-là, c'est de se dire, le web immersif, la définition, c'est une combinaison un peu de ce qu'est la réalité virtuelle, comme on la connaît depuis pas mal d'années maintenant. La réalité augmentée, depuis, pareil aussi, on la connaît pas mal, avec ses contraintes monde réel versus le monde complètement virtuel pour la réalité virtuelle. Et après, on va le voir, la puissance du web, les avantages de l'ouverture, de la connectivité, etc. font que ce web immersif a ces avantages-là. Mais du coup, pour supporter et pouvoir proposer des expériences en réalité augmentée ou ne serait-ce qu'en réalité virtuelle, il faut avoir connaissance de tous ces domaines-là, ces contraintes-là, et que toute la norme, toutes les API, tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour concevoir ces expériences-là prennent en compte tout ça. Alors le web, la réalité augmentée dans le web aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, c'est quand même important, c'est de savoir que du coup, pour targeter et on sait que la réussite d'une technologie ou
principalement d'une technologie, c'est que il doit y avoir de l'adoption d'utilisateurs de manière massive. On a la chance, par exemple, au niveau du web, d'avoir des millions de téléphones et des tablettes qui supportent maintenant la réalité augmentée. On le verra après au travers de SDK ou au travers d'API, mais en tout cas, tous ces téléphones, tous ces tablettes-là ont les capteurs qui vont bien, éventuellement les processeurs, etc. Tout ce qu'il faut pour commencer à mettre en place ces expériences-là et avoir des choses qui sont performantes et qui marchent bien. Après, on le verra, il y a bien entendu, il faut lever les freins sur le onboarding du public sur une expérience, de ne pas lui demander d'installer 3 trucs avant de commencer l'expérience, etc. Bref. Et l'intérêt du web, c'est un de ces intérêts-là, c'est qu'on ouvre la page, on appuie éventuellement sur un bouton pour ouvrir l'expérience, et puis hop, c'est terminé, ça marche. Mais en tout cas, on a ces millions de devices qui sont disponibles et qui supportent la réalité augmentée. Ils ont tous des navigateurs web intégrés, donc ça aussi c'est une grande force. Et puis, on va le voir après, le web, c'est quand même la plateforme la plus ouverte pour mettre en place ces expériences-là et proposer ces expériences-là à un maximum de personnes, sans justement, comme on le disait, mettre des freins sur installer telle application, etc. Plus vous mettez des freins sur l'onboarding d'un utilisateur dans une expérience, plus je crois que c'est 20%. Hein, dès qu'il y a une étape, vous perdez 20% des potentiels utilisateurs. Donc si on peut lever ces freins-là, c'est toujours mieux. Et les avantages principaux du web, c'est ça, c'est l'aspect ouverture. Il y en a d'autres, hein, il y a des contraintes sur les normes, les éditeurs de navigateurs, etc. Mais l'avantage principal, c'est ça, la connectivité, le fait que ça soit instantané. On peut proposer une expérience assez enrichie, assez bluffante, en utilisant la plateforme web. Et la réalité augmentée, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre généralement soit de proposer des expériences complètement en réalité augmentée, mais là qui sont un parti pris vraiment fort. Sinon, ça va être d'enrichir des pages web existantes, comme on les connaît tous. Par exemple, pour créer de l'engagement, pour que les personnes soient un peu plus utilisatrices éventuellement de votre service, ou de créer de l'empathie sur la manière dont elles vont interagir, créer de l'action, etc. Pour que, éventuellement, indirectement, ça peut avoir des vues sur l'aspect divertissement, ou l'aspect marketing, ou l'aspect purement commercial. Et on peut arriver dans des domaines comme le shopping, où on va pouvoir créer des expériences où la personne, par exemple, la démo, là, on le verra après dans les exemples, c'est l'application pour... Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont utilisé IKEA Place, l'appli d'IKEA? Quelques-uns. Donc c'est une application qui permet, en utilisant donc, une application native iOS ou Android, d'utiliser la réalité augmentée pour aller dans le catalogue d'IKEA et sélectionner par exemple un canapé et le mettre en place dans son salon et le voir en réalité augmentée, en vrai, et de voir ce que ça donnerait dans son salon, le fait d'avoir acheté ce canapé-là et de le voir comment ça configurerait, qu'est-ce que ça donnerait, et de pouvoir en placer un ou plusieurs pour se dire, bon, voilà, je vais acheter ce canapé-là et ces 2 fauteuils-là, qu'est-ce que ça donnerait? On se demande toujours, bon, c'est sympa dans le magasin, il y a la présentation, là, on est chez soi, est-ce que la couleur, ça va aller avec le reste, etc. Ça, c'est des expériences enrichies qui permettent, du coup, sur l'acte d'achat sur le site d'IKEA, de se dire, bon, voilà, la personne, elle a en plus levé un frein de se dire, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va me plaire, etc. Là, concrètement, elle a pu tester en live chez elle, et c'est assez bluffant en tout cas comme utilisation, ou en tout cas c'est assez intéressant comme usage. Il y en a un autre sur la partie éducation aussi, c'est des applications qui existent déjà, mais permettent d'immerger éventuellement ou de montrer en temps réel, en réalité augmentée, le système planétaire, de voir où on est, quelle planète est à quel endroit dans le ciel, etc. Donc ça c'est pareil, plutôt de la partie éducative. Et sinon la partie divertissement, bien entendu, aller proposer des jeux en réalité augmentée, on va refaire un casse-brique avec une autre personne en temps réel, en connecté, alors qu'on est dans une salle d'attente, qu'on n'a rien à disposition, on peut se faire un petit casse-brique en live. Bon, c'est un usage comme un autre de la réalité augmentée pour le divertissement. Et un autre exemple un peu plus concret, par exemple, pour enrichir une page web, c'est une démo qui a été faite par Google pour justement montrer l'intérêt et la puissance que ça pourrait avoir. Là, c'est pour la partie éducative, ou en tout cas connaissance. C'est une simulation d'une page Wikipédia.
ou dans lequel vous avez, comme d'habitude, du texte, des photos. Et là, l'idée, c'est de se dire, il y a la deuxième petite image en bas à droite, là, la combinaison d'un astronaute. Qu'est-ce que ça donnerait en vrai? Alors, on le verra après dans le dernier chapitre, suivant le device sur lequel vous êtes, la plateforme, les supports, vous n'aurez peut-être pas la même expérience, mais si votre device supporte la réalité augmentée, qu'il y a tout ce qui va bien au niveau de votre navigateur et de votre téléphone, vous pouvez me dire, je vais aller le voir en live. Et donc là, le petit gif de droite, c'est ça, c'est d'aller positionner le cosmonaute ou l'astronaute et la combinaison en live dans la pièce dans laquelle vous êtes, ou sur votre bureau, et puis d'aller jouer un peu avec, d'aller tourner autour, d'aller voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'est un exemple assez concret, assez parlant aussi, de se dire, voilà, on va pouvoir enrichir et proposer des expériences toujours plus intéressantes. Et je reste toujours dans le domaine d'une page web. Alors concrètement, après, on va le voir, il y a deux gros principes pour faire de la réalité augmentée dans le web aujourd'hui. Il y en a un qui existe depuis quelques mois, voire quelques années, qui est basé sur la liaison entre le domaine réel, ou en tout cas l'espace dans lequel vous êtes, et la partie virtuelle, avec une notion de marqueur. C'est de se dire, dans le programme que vous allez développer, vous allez prendre en compte et avoir en mémoire, dire j'ai un marqueur à reconnaître qui va être cette image-là par exemple, et dès que l'algorithme ou la reconnaissance d'image dans votre application va reconnaître cette marqueur-là, va lui dire, du coup, il est positionné à cet endroit-là, ses coordonnées sont celles-là par rapport à là où je suis, et ça va donner un point d'ancrage pour pouvoir mettre en place votre expérience après derrière. Donc il y a un framework ou une librairie qui est assez connue, qui est développée par un Français qui s'appelle Jérôme Etienne, qui s'appelle ARJS, qui marche très bien, qui est assez rapide, et qui est basé sur des technologies web très connues et assez... alors la première pas assez simple d'usage, mais en tout cas qui permettent de faire des expériences assez rapidement en termes de 3D. Par exemple, StreetJS, donc c'est un framework pour faire de la 3D dans le web basé sur le WebGL. Et JS AR Toolkit, c'est un portage d'une librairie de réalité augmentée en JavaScript. Donc tout ça open source, c'est basé sur des standards. Le WebGL pour la création de l'environnement 3D éventuellement, ou de la petite pièce que vous allez positionner. Et puis éventuellement du WebRTC pour tout ce qui est récupération du flux de la caméra en fait. Bon, là, par exemple, sur la démo qu'on va voir après, l'idée c'est de prendre le flux du téléphone, de la caméra et de l'afficher en live. La grosse contrainte, vous l'avez bien compris, c'est qu'on est dépendant d'un marqueur réel. Et qu'on n'a pas tous les jours des marqueurs qui se promènent à droite à gauche. Donc là, je vais vous montrer une petite démo après. L'idée c'était de refaire, tout au long de ces 2-3 démos qu'on va voir après, de refaire le fameux application d'IKEA, où on va essayer de placer des chaises ou des choses assez sympas dans l'environnement réel. Donc là, la première démo, je l'ai construite avec donc ce framework-là, qui est donc une surcouche. Alors j'ai utilisé ce framework-là au niveau bas niveau, j'ai utilisé un autre framework au-dessus qui s'appelle A-Frame, pour certains connaissent, qui est un framework pour créer des expériences en réalité virtuelle. Et en gros, qui supporte maintenant la réalité augmentée aussi, tout ce qu'on va voir après dans l'API. Et en gros, après, dans les sous-couches, donc il va utiliser le marqueur physique, la caméra du téléphone, JS AR Toolkit pour la reconnaissance éventuellement de la partie réalité augmentée, et puis le ARJS. Alors, on va essayer de voir si ça marche dans le cas réel. Alors, est-ce que vous voyez l'écran là? Je reviens. Voilà, hop. Si tout va bien, la page doit se relancer. Alors, j'explique par avance, je suis sur une version Chrome Canary, une version de développement assez avancée de Chrome. Donc, s'il y a des choses ou si ça plante des changements-là, ça peut venir de là, des démos, bref, c'est des choses qui sont assez en avance, qui peuvent bouger. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai mon petit marqueur physique là que j'ai imprimé sur une feuille de papier, et j'ai mon petite expérience qui est là. Je vais dire, je vais essayer de rajouter une chaise par exemple. Donc là, je vais prendre éventuellement celle-là, elle me plaît pas mal.
s'il arrive à reconnaître le marqueur qui est bien à plat, et que je la mets en place, normalement... Alors le problème c'est que le papier est un peu l'effet des mots. On va essayer d'en prendre une autre. Toujours pareil, retester les démos avant le talk. Ah bah oui, c'est pour ça. Plus d'accès internet. Excusez-moi, on va y arriver. Ok. Voilà. Et donc là, normalement... Ah zut. Bon, je la reload une dernière fois. Normalement, c'est bon. Donc j'ai mon marqueur. Je vais dire, je vais prendre ma chaise. Et on va la reposer. Voilà. Donc on voit par contre que c'est un suivi qui est dépendant du marqueur, dépendant de la position. Si je le tourne un peu ou si je le sors de l'écran, bah, on voit qu'il y a un décrochage. Mais ça permet de proposer des expériences si le marqueur ne bouge pas trop. Après, vous pouvez tourner autour de la chaise, éventuellement du produit, et d'aller voir ce que ça pourrait donner éventuellement. Mais il y a la grosse dépendance au fait que le marqueur doit être dans la salle. Voilà pour ce premier exemple et le fonctionnement avec... je retrouve la souris. Avec ce marqueur-là. Depuis 2 ans maintenant, l'idée c'est de se dire il faut qu'on lève cette contrainte-là d'avoir ce marqueur physique qui est de baser sur des technologies, en tout cas sur de la reconnaissance ou des algorithmes, des SDK ou des choses assez poussées pour lever ces freins-là. Donc il y a 2 ans, je crois, c'est Google et Apple qui ont proposé des SDK, donc c'est des SDK natifs qui permettent de proposer des expériences donc, natives, on va le voir après, on peut le mettre dans le web aussi, pour justement commencer à créer ces expériences de réalité augmentée en utilisant ces SDK-là et tous ces algorithmes de reconnaissance d'images derrière. Et il y a tout un tas d'autres choses sur l'utilisation des données des capteurs, sur la caméra, l'accéléromètre, etc. Ils se basent sur pas mal de choses pour essayer de recréer au fur et à mesure l'environnement du téléphone et l'environnement de l'utilisateur. Et donc si on se met dans un mode sans marqueur au niveau dans le web, l'idée c'est de se dire on va essayer de se baser sur ces 2 frameworks-là, suivant la plateforme sur laquelle on est. Parce qu'ils permettent de faire du tracking de position du téléphone, de la détection de surface, donc de savoir si la surface que je suis en train de pointer un peu en dessous est horizontale ou verticale, l'estimation de lumière, on l'a vu dans l'exemple avant, et dans les versions assez récentes de la reconnaissance d'image et d'objets aussi. Alors du coup, il y a un travail qui a été fait par des personnes de chez Mozilla de développer, en gros, de se dire c'est des SDK qui sont assez puissants, assez intéressants. Comment on peut en tirer parti au niveau du web? Parce que là, pour l'instant, ce sont des SDK natifs, donc il faut installer une application, faut les installer dans une application native, et il faut installer une application native. Donc la contrainte du web ouvert et du frein de l'utilisateur, elle est quand même là. Donc se dire, on va faire donc ils ont prototyper un navigateur web sur mesure, en gros, dans lequel ils ont intégré ces SDK-là. Donc il y a une version iOS et une version Android. Et en gros, après, ils ont fait un peu des passe-plats, des petites passerelles entre ces SDK-là et le browser un peu final pour exposer des API JavaScript qui permettent, du coup, de tirer parti de ces SDK-là et de plus avoir la contrainte du marqueur. Et donc, il y a tout un tas de librairies, ou en tout cas de petits frameworks qui sont nés autour de ça pour prototyper un peu tout ça et faire des petits tests et voir un peu ce que ça donnait. Donc, il y en a un qui est basé sur Three.js, qui s'appelle Three.js, qui wrap un peu ou en tout cas qui fait le pont entre ces API-là, qui sont exposés, et puis la librairie finale, et qui, du coup, ouvre la voie à des expériences web dans lesquelles vous allez vraiment tirer parti de ces 2 SDK-là.
Et du coup, en refaisant la démo, là, c'est sur un téléphone iOS, je vais vous montrer la vidéo. Du coup, vous pouvez refaire la même expérience, ou en tout cas le même concept, avec donc là, j'ai utilisé un navigateur qu'ils ont exposé, là, le WebXR Viewer, qui est disponible sur iOS par exemple, et de refaire la même expérience avec cette surcouche-là, ou en tout cas de se dire, on enlève le marqueur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça donne. Et donc là, sur la vidéo, vous voyez que là, du coup, les petites grilles, c'est tout ce qu'a réussi à détecter ARKit au niveau de l'emplacement. Donc là, c'est le sol. Et qu'on arrive à positionner la même chaise et qu'elle reste en place au niveau du sol. Et qu'on arrive à tourner autour et de faire tout ce qui est recalcul de la chaise, du modèle 3D dans l'environnement 3D dans lequel on est, avec la notion de positionnement, de suivi, et puis alors il n'y a pas les notions de lumière, etc. dans cet exemple-là. Mais l'idée c'est, voilà, on lève un premier frein, on est dans une techno web, on a une petite dépendance à quelque chose qui est natif là, mais on arrive à proposer une expérience où il y a un frein en moins. Bah là, on a juste à ouvrir une page web, à cliquer sur un bouton et on peut avoir un truc qui est assez sympa. Alors du coup, vous allez me dire, bah du coup, qu'est-ce qui serait quand même assez plus pratique et qu'est-ce qu'on pourrait permettre de normer un peu tout ça, de mettre ça un peu au carré, parce que là on voit que c'est un peu des prototypages, des tests qui ont été faits par des ingénieurs chez Mozilla et d'autres dans la communauté. Et la WebXR API, elle est là pour ça. Mais par contre, cette API là, on va le voir, elle est un historique. C'est qu'en gros, avant cette API là, il y en avait une autre qui s'appelait la WebVR API, qui existe depuis 2 ans aussi. Qui permettait de concevoir des applications, des expériences en réalité virtuelle avec des techno-web. Et donc d'exposer tout ce qui est détection d'un casque de réalité virtuelle, affichage éventuellement de votre expérience sur les 2 lentilles, toute la synchro, etc., tout l'affichage de votre environnement, et de proposer une API qui est normée et qui est implémentée dans les navigateurs pour éviter d'avoir tout un tas de librairies ou tout un tas de choses à charger dans votre application par exemple. Alors du coup, elle a bien fonctionné, elle avait eu 2 itérations, la 1.0, la 1.1, et ça a été, alors c'est pas supporté partout, c'est en intégration, c'était en intégration sur quelques éditeurs de navigateurs, donc Firefox, Edge et Chrome pour Android. Elle fonctionnait bien, elle avait ses limites, mais du coup en 2017, il y a ces 2 frameworks-là, 2 SDK-là qui sont arrivés, qui ont un peu tout chamboulé en se disant, et les ingénieurs de Mozilla et d'autres, de chez Google et d'autres personnes se sont dit, ah bah ouais c'est bien, mais du coup, nous là on est un peu limité, ce serait quand même mieux de supporter et d'ouvrir un peu les chakras. Parce que du coup, on va pouvoir targeter non seulement avec l'API WebVR des cases de réalité virtuelle, plus ou moins avancées ou avec des surcouches. Mais après, l'idée, c'est de se dire il faut quelque chose qui soit commun à tous les types de devices qu'on pourrait supporter ou que les utilisateurs pourraient utiliser et qui pourrait permettre de proposer une expérience qui soit adaptée et qu'on n'ait pas à développer un pont ou des versions suivant les devices sur lesquels la personne est en train d'utiliser. Et avoir une seule base de code pour peu importe le device. Et de se dire aussi, on l'a déjà vu avant, hein, le web c'est la plateforme la plus ouverte, c'est la plateforme qui permet d'adresser plus facilement un maximum de devices en passant par un peu de code et puis un peu de bonnes pratiques, etc. Et qu'il faut limiter, et qu'il faut faire, j'en parlais un peu en intro, il faut limiter les barrières ou les freins pour que ces expériences-là soient adoptées par un maximum de monde. Et donc du coup, en fin 2017, ils se sont dit, la WebVR API, on va l'arrêter en version 1.1, puis on va la renommer en WebXR API pour le X, c'est un fameux Extended ou tout ce qui est Mixed Reality, etc., tout ce qu'on a vu en intro. Le WebVR Community Group, il a été renommé en Immersive Web Community Group. C'est un peu les mêmes groupes de discussion que pour d'autres technos en PHP ou d'autres langages, etc. Des personnes généralement d'éditeurs de navigateurs, Google, Mozilla ou d'autres, de chez Apple, qui se réunissent régulièrement et qui discutent un peu de l'avancée de la norme et de l'API et comment ils vont l'implémenter. Et de prendre en compte les retours des utilisateurs et pouvoir implémenter quelque chose dans les navigateurs qui soit fonctionnel. Et du coup, qu'est-ce qu'elle permet cette API là? Du coup, hélas, elle n'est pas rétro-compatible avec tout ce qui est WebVR, mais du coup, il y a un petit portage à faire. Elle va permettre de proposer
des API un peu plus propres et un peu plus compatibles avec tous les devices qu'on va voir après derrière, et qui doit pouvoir supporter la partie réalité virtuelle ou augmentée dans la même API, et qui doit être beaucoup plus rapide aussi. Donc les buts, c'est de pouvoir, avec cette API-là, détecter le device sur lequel je suis, qu'est-ce qu'elle supporte comme caractéristiques, de pouvoir avoir la position du device, l'orientation, etc. Et de pouvoir adapter ce que je vais présenter en fonction du device sur lequel je suis. Donc il y a une spec qui est en cours, vous pouvez aller voir sur cette URL-là. Au niveau du planning, ils sont en cours d'expérimentation depuis quelques mois déjà, dans certains navigateurs pour faire des tests et récupérer des feedbacks utilisateurs. Il y a un polyfill qui existe pour éventuellement des navigateurs éventuellement qui ne supporteraient pas, qui n'implémenteraient pas l'API. Alors avec les limites d'un polyfill, hein, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas entièrement émuler. Hein. Les petits polyfills, c'est des tout petits émulateurs JavaScript pour essayer d'émuler des API qui n'existent pas. Et après, du coup, avec cette API-là, on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en quelques lignes de code, ou en tout cas en mettant en place tout ça pour faciliter un peu cette création d'expériences en réalité augmentée. Alors là, il y a quelques slides de code, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas technophiles. L'idée c'est de l'API, c'est le scénario, c'est de se dire je vais demander est-ce que le device sur lequel je suis est un device qui supporte cette API-là, quel device j'ai, de créer une session, après de faire une boucle de rendu, hein, comme on l'a tous compris, pour réafficher le modèle suivant là où je suis, etc. Et puis terminer la session si besoin. Et là on voit qu'on a tout un tas d'API à disposition pour mettre en place, récupérer le device, voir quel type de device j'ai, essayer de détecter le mode éventuellement sur lequel je suis, et puis si la personne a bien cliqué, que j'ai bien les bonnes caractéristiques, etc., je peux commencer à mettre en place mon expérience. Et en gros, de démarrer une session de rendu qui va être de dire j'ai ma surcouche vidéo qui revient éventuellement avec le flux temporel de la caméra, et je vais pouvoir créer au-dessus de ça, donc par exemple la balise Canva, une expérience WebGL 3D pour afficher mon modèle 3D par exemple ou autre, et afficher et redessiner ce modèle-là en synchro avec les retours que l'API va me donner sur la position, est-ce que le téléphone a tourné de place, il a changé, etc. Et tout un tas d'autres informations éventuellement après derrière sur l'environnement et éventuellement le changement de lumière ou d'autres choses derrière. Et après l'idée c'est de préparer un peu tout ça, de mettre en place, donc là c'est du code un peu plus lié à la 3D, de faire tout le rendu, la boucle de rendu à chaque fois, et puis éventuellement après derrière, d'aller faire la détection de surface ou en tout cas de collision, c'est-à-dire la personne va taper sur son écran, on va faire il y a tout un algorithme où l'API va vous dire en gros là par rapport à la coordonnée sur l'écran, ça va donner cette coordonnée dans le monde réel, ou en tout cas la représentation du monde réel que je t'ai rendu. Et bah du coup tu as ces coordonnées là, tu la récupères et puis après tu fais ce que tu veux, notamment mettre en place un objet et pouvoir tourner autour, ou en tout cas avoir un pointeur ou un marqueur à disposition, marqueur virtuel bien entendu. Et on peut bien entendu terminer la session derrière. Alors du coup, qu'est-ce que ça, comment on peut la tester dès à présent? Vous utilisez Chrome Canary, donc j'en ai parlé pour la première démo. Il y a quelques flags à activer, et après vous avez à disposition les API pour jouer avec. Alors vous avez bien compris, du coup, l'idée de cette API-là, c'est qu'elle fait le bridge entre votre code JavaScript et puis la partie native au-dessus. Et du coup, indirectement, qu'est-ce qui a été fait par les éditeurs de navigateurs, notamment Chrome et d'autres, par exemple sur la plateforme Android, c'est qu'ils du coup ils ont implémenté AirCore, donc le SDK, dans le code de Chrome pour du coup que ce bridge-là et ce SDK-là soient à disposition et soient portés et utilisables par une API assez basique. Et du coup, on a cette petite démo-là, je vais la faire, je vais vous montrer la vidéo là. L'idée c'est d'avoir la même expérience qu'on a vue auparavant avec le même principe, et on essaye de taper, de voir le device, qu'est-ce que donne éventuellement le canapé dans le monde réel. On va essayer de revoir rapidement si ça marche bien là aussi.
Donc là, au niveau de l'expérience, au niveau du démarrage, les SDK, ils ont besoin d'avoir des données, des connaissances sur l'environnement. Donc au début, ils vous demandent de tourner un peu le téléphone pour avoir connaissance de là où on est, etc. Donc là, il a peut-être détecté une surface, il a vu des choses, en tout cas. Il connaît un peu mieux l'environnement, il a récupéré de la donnée sur le téléphone et sur les algorithmes et l'analyse d'image qui a été récupérée. Et après, là, il me dit que je peux commencer à mettre en place quelque chose. On va essayer de faire un truc un peu sympa, un peu plus. Au lieu de mettre une chaise, on va mettre quelqu'un qui danse. Et donc là, on va pouvoir, normalement, mettre un Stormtrooper qui se met à danser. Et normalement, donc je peux pas bouger beaucoup à cause du câble, mais on peut tourner autour, on peut essayer d'aller voir, limite on peut aller se balader derrière, et aller avoir cette expérience-là. Bon, c'est un Stormtrooper, mais ça peut être autre chose. Et on le voit que c'est quand même fluide, ça marche super bien, et c'est dans le web, c'est dans le navigateur, il y a une page à charger, un peu de code à poser, et puis après on a quelque chose qui marche quand même pas mal. Voilà pour la petite démo. Alors, et donc, on voit que du coup, c'est avoir à disposition dans le web cette API-là pour créer ces nouvelles expériences-là de manière assez simple. Il y a un peu de code à poser, mais en tout cas, il y a des limites qui ont été sautées. Il n'y a plus de marqueurs. On a accès à des SDK qui sont assez puissants et assez intéressants pour faire des choses. Là, j'ai juste mis en place un petit modèle, mais on a vu dans les démos, ça peut être récupérer la lumière, faire des choses beaucoup plus poussées, ou faire des jeux en connecté, en multi-utilisateur. Par contre, il y a un pan qui est assez intéressant, qui est bouleversé par tout ça, qui était déjà bouleversé par les casques de réalité virtuelle, mais qui l'est encore plus avec la réalité augmentée. C'est du coup tout l'aspect design, UX. L'expérience que vous allez créer, suivant le device sur lequel elle va tourner, suivant l'utilisateur, le device qu'il va utiliser, il ne faut pas lui présenter la même chose, il faut adapter tout ça. Et donc il y a Mozilla qui a fait quelques articles et quelques prototypes pour présenter un peu tout ça, et on va voir après, il y a d'autres articles de recherche, pour essayer par exemple sur cet article-là de vous présenter que sur la première partie de l'image, on est sur un site de shopping par exemple, on est sur un desktop, un écran plat, on va présenter un site un peu classique avec l'image, du texte, etc. Et puis éventuellement un modèle 3D à manipuler. Donc on est dans une représentation un peu virtuelle et la personne pourra tourner, en gros faire tourner éventuellement la chaise sur elle-même. Ça existe depuis des années. Là, la personne va éventuellement utiliser un casque de réalité virtuelle pour faire éventuellement ses courses ou aller voir autre chose. Que ce soit du shopping ou autre chose derrière, vous n'allez pas proposer la même chose, vous allez être dans un monde complètement immersif, complètement en 3D, vous allez immerger la personne. Du coup là c'est pareil, il faut que vous proposiez au niveau interface, au niveau expérience et au niveau ergonomie, quelque chose qui va être adapté à cet environnement complètement virtuel. Et puis éventuellement, on est sur un device qui supporte la réalité augmentée. Et on l'a vu un peu en intro avec la page Wikipédia. Et on va proposer à l'utilisateur de lui dire, sur ce produit-là, est-ce que tu veux le tester en vrai chez toi? Et si on arrive à détecter qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire, on appuie sur un bouton et là c'est pareil, il met en place le produit chez lui, il peut le tester assez rapidement. Et c'est une notion de ce qu'ils ont appelé chez Mozilla de Web XR progressif. Donc c'est une expérience progressive au niveau UX qui est adaptée suivant le device et suivant la personne et comment elle l'utilise, votre expérience derrière. Et du coup, dérivé de ça, il y a tout un tas de bonnes pratiques. Vous allez pouvoir trouver des guidelines au niveau design pour adapter tout ce qui est ergonomie sur les boutons, la présentation, la manière de concevoir ou de présenter les choses, de connaître que par exemple au niveau réalité virtuelle, vous avez un casque avec un champ de vision plus limité que si vous êtes sur un desktop. Pareil pour la réalité augmentée, vous n'avez pas les mêmes notions d'interaction, donc ça c'est à prendre en compte aussi. Il y a un Américain qui a fait une étude aussi qui est assez intéressante, qui s'appelle Trevor Smith sur design, et lui il appelait ça le wider web. Et l'idée c'est d'avoir, on voit qu'il y a une table de croisement entre la page et le device sur lequel vous êtes. Vous allez pas avoir vous allez avoir soit un écran plat, soit quelque chose d'immersif, soit quelque chose qui va être enrichi, et du coup, dérivé de ça, il faut prendre en compte toute cette partie écran complètement différent, que ce soit un écran plat ou un complètement immergé, ou même un casque. Et dérivé de ça, il a proposé un petit framework, un petit SDK qui s'appelle Potassium ES, qui permet éventuellement d'adapter votre expérience ou de concevoir votre application en prenant en compte toutes ces contraintes-là, de proposer tout un tas de bonnes pratiques d'API derrière, pour pouvoir se dire, je suis sur un écran éventuellement plat, je vais avoir de l'interaction avec du touch, je suis sur un PC, ça va être le clavier et la souris,
je suis sur un casque de réalité virtuelle, bah, je vais avoir l'immersion et la voix, éventuellement l'immersion de la personne. Je pourrais peut-être utiliser la voix, les gestures ou éventuellement les télécommandes annexes pour gérer un peu tout ça derrière. Alors, sur cette dernière partie là, sur le domaine WebXR, où est-ce qu'ils en sont? Il y a tout un tas de travaux qui sont en cours là, dans le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont des travaux sur la notion de persistance, comment je persiste les données sur lesquelles j'ai récupéré les infos, etc. La notion de géospatiale pour savoir éventuellement avoir accès à des API ou des informations pour savoir que la personne, certes on a détecté qu'il y avait un sol, etc. Mais au niveau environnement terrestre, où est-ce que je suis au nord, au sud, etc. Toute la notion de environnement graphique 3D, gestion multi-utilisateur aussi, les navigateurs, tout ce qui est tooling autour de ça, pour faciliter un peu la mise en place de ces expériences-là. Et puis le computer vision, c'est l'analyse d'images aussi, de pouvoir faire de la détection de couleurs, d'autres choses dans ce genre-là de manière assez simple. Pour ceux qui veulent voir des exemples ou un peu d'inspiration, je vous ai mis quelques liens là vers des sites qui référencent un peu des expériences en réalité augmentée. Alors il y en a certaines avec AirKit et AirCore, et c'est principalement celle-là, mais ça permet d'avoir des exemples assez sympas. Sinon, pour ceux qui veulent pratiquer l'API, il y a un code lab qui a été monté par Google qui est assez bien fait, il y a des étapes, etc. Ça vous permet de découvrir l'API, de la mettre en place derrière. Si vous avez le téléphone qui est compatible, vous installez Chrome Canary, etc., vous pouvez faire des trucs assez sympas et voir un peu ce que ça donne derrière. Des petites personnes à suivre éventuellement sur Twitter dans la communauté pour se tenir au courant de ce domaine-là. Si vous voulez des news un peu hebdomadaires, vous avez une newsletter qui existe. Pour la petite info, il y a quelques semaines, il y a Firefox qui a sorti un navigateur qui s'appelle Firefox Reality pour les casques de réalité virtuelle. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on a un navigateur qui est intégré dans, donc là, c'est dans les stores qui sont sur, par exemple, le casque d'Oculus ou d'autres derrière, qui permet de naviguer sur le web en tenant compte de ces contraintes-là, qu'on est dans un monde immersif, qu'on a peut-être un pointeur, qu'on ne va pas naviguer de la même manière qu'avec une souris ou un clavier. Mais c'est à tester, c'est assez intéressant aussi. Et je terminerai avant les petites slides de référence par une citation de Ivan Sutherland, là, qui est un peu le papa de la 3D dans le monde numérique, on va dire ça comme ça. La citation, c'est de se dire que les écrans qu'on utilise tous les jours pour faire tout n'importe quoi sont des fenêtres sur ce que les personnes voient en temps réel et puis un monde éventuellement un peu virtuel. Et l'idée, quand on va concevoir ces expériences-là, c'est de tirer parti de toutes les technologies qu'on a maintenant à disposition pour que l'expérience qu'on va proposer soit la plus proche de ce qu'aurait été l'expérience réelle. Donc notamment le canapé, c'est d'avoir des modèles 3D qui sont les plus poussés, éventuellement qui soient affichés de la meilleure manière, avec la gestion de la lumière, éventuellement des choses en genre là, pour que l'expérience soit vraiment comme s'il avait le vrai canapé dans son salon, mais que c'est juste un modèle 3D ou quelque chose de virtuel qui est posé sur son téléphone. Donc je vous ai mis des petits articles en lien aussi si vous voulez regarder un peu tout ça. Il y a des présentations aussi, des vidéos pour voir un peu des sujets, des talks qui ont été faits là-dessus. Et après, c'est tout pour moi. Combien de temps il reste ? On a 5 minutes, une petite question ou deux là si vous voulez, si on a dans la ligne. Bonjour. J'ai une petite question concernant les périphériques non supportés, parce que je viens de faire une recherche en même temps, et je vois que par exemple que sur Android, c'est à partir d'Android 7. Ouais. Et typiquement, moi j'ai essayé d'installer IKEA Place, ça me dit que c'est pas supporté parce que j'ai un téléphone un peu ancien. Est-ce qu'il existe en fait genre des polyphiles ou quelque chose Non, là c'est dépendant du matériel, des processeurs et tout ce qui est graphique. Généralement, c'est des dépendances sur le fait qu'il faut que tu aies assez de RAM, il faut que tu aies un gros CPU, des choses quand même assez poussées. C'est des prérequis de AirKit, en gros, qui vont dire... ils ont dit, à partir de ces devices-là ou de ces contraintes matérielles-là, on sait que le framework, on sait que ça va fonctionner correctement. Donc, tout ce qui est en dessous, on est désolé, mais ils ont besoin un peu de puissance, ils ont besoin de beaucoup de choses pour
pour que l'expérience marche en fait. Donc en gros, c'est que le téléphone, à mon avis, soit il manque un capteur qui va bien, soit c'est que éventuellement le téléphone n'est pas assez, on va dire, un peu gourmand ou assez performant pour. Ouais, ou il est juste pas maintenu. Enfin, il n'y a pas de d'OS récent, mais. Je crois que c'est Android 7 ou 8. Ouais, mais moi j'ai un téléphone qui a 3 ans. Voilà. Ouais. Mais donc à part truquer AirKit pour qu'il croit que le téléphone est complètement. Ouais, non, là tu pourras pas. Là, okay. Au niveau web, on peut émuler des choses, etc. Mais encore, on a des limites. Mais là, c'est niveau matériel, tu as une dépendance au matériel derrière. Donc, ok, merci. Pas,